Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis aujourd'hui accompagné de Chas Freeman pour discuter de la diplomatie. C'est un sujet sur lequel l'ambassadeur Freeman peut nous éclairer en tant qu'ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, qui a également travaillé avec Nixon pour ouvrir la Chine dans les années 1970, a été ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et a bien sûr joué un rôle dans la construction de l'architecture de sécurité européenne après la guerre froide. Nous disions juste avant d'allumer la caméra que nous ne vivons pas nécessairement dans un âge d'or de la diplomatie. Je pensais que nous pourrions commencer par aborder certaines des discussions qui ont lieu actuellement entre les États-Unis et l'Ukraine. Je les qualifie de diplomatie. Vous aviez une opinion différente. Alors comment interprétez-vous cette situation? Parce que je trouve cela très déroutant après toutes ces discussions sur la reconnaissance des préoccupations mutuelles en matière de sécurité, sur le traitement de la source de la guerre, qui est le système de sécurité européen défaillant. Et soudain, nous nous retrouvons avec un cessez-le-feu de 30 jours, sans solution politique, sans plan pour ce qui devrait se passer ensuite. Et bien sûr, les États-Unis et les Européens semblent vouloir utiliser ce temps pour réarmer l'Ukraine. Et bien sûr, l'Ukraine continuera la mobilisation. Comment interprétez-vous cela? Essaye-t-il de transformer l'Ukraine en un conflit gelé ou comment interprétez-vous la situation? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que tout cela est assez tactique. Si vous revenez à notre point de départ, les Européens n'ont aucune idée de comment faire la paix en Europe ou en Ukraine. Toutes leurs discussions portent sur les armes et le déploiement d'armées, et des armées qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Mais de toute façon, des forces de maintien de la paix, alors qu'il n'y a pas de paix à maintenir, et diverses autres choses qui ne sont pas très réalistes. Donc la première chose à faire était de fixer des paramètres avec les Russes pour une discussion, pour une diplomatie, à laquelle les Européens pourraient éventuellement se joindre. Mais cela s'est passé à Riyad, je pense. Je ne suis pas au courant de tout ce qui a été discuté là-bas, mais très clairement, les États-Unis ont fait un grand geste d'ouverture envers la Russie, qui a été bien accueilli, et ont offert une relation géopolitique et économique. C'était donc la première chose. La deuxième chose était que l'Ukraine a constamment refusé de négocier. Elle a accepté à plusieurs reprises des cessez-le-feu. Elle l'a fait à quelques reprises pendant la guerre civile avec les insurgés dans le Donbass, les séparatistes. Elle l'a fait lorsque les Russes étaient dans les banlieues de Kiev dans le cadre des pourparlers d'Istanbul. Elle n'a jamais respecté ces accords. Mais de toute façon, Zelensky refusait catégoriquement de négocier. Donc il a maintenant accepté de négocier. C'est un accomplissement. Il a également proposé une suggestion américaine et une offre de cessez-le-feu de 30 jours. Eh bien, un cessez-le-feu entre les Américains et les Ukrainiens, vraisemblablement, car les Russes ne font pas partie de cela. Et nous sommes très sûrs que les Russes ne veulent pas de cessez-le-feu. Ils veulent la paix et sont prêts à poursuivre les négociations tout en combattant, tout comme les Chinois et les Nord-Coréens l'étaient, ainsi que les Sud-Coréens pendant la guerre de Corée. Ce qui vient de se passer à Jeddah était essentiellement un repositionnement de M. Zelensky et de l'Ukraine en faveur des négociations. Je ne pense pas qu'il y aura un cessez-le-feu. Je ne pense pas que nous verrons la paix de sitôt. Je sais que les Russes, à de nombreuses reprises, tant publiquement que secrètement, ont exprimé leur manque d'intérêt pour un cessez-le-feu. Et le juge Napolitano, qui était à Moscou pour interviewer Sergueï Lavrov, lui a apparemment demandé ce qu'il penserait d'un cessez-le-feu. Et sa réponse a été
Pourquoi ferions-nous cela? Parce qu'évidemment, un cessez-le-feu serait à l'avantage de l'Ukraine. Elle est en train de perdre la guerre. Les Russes avancent. Elle recule. Ces derniers éléments à Kherson sont en train d'être éliminés. Et elle a tout à gagner d'un cessez-le-feu. Les Russes, au contraire, n'ont rien à gagner. Il est dans leur intérêt de continuer à se battre. Maintenant, ils peuvent modérer les combats pendant le processus de négociation, mais nous n'en avons pas encore vu. Donc, c'est une grande partie de la situation. Mais permettez-moi d'ajouter quelques autres éléments. Du point de vue de M. Trump, amener les Russes à refuser un cessez-le-feu lui permet de fulminer et de jouer le dur en politique américaine. C'est donc un succès politique. Je soupçonne que les Russes comprennent qu'ils ont été piégés en termes de relations publiques. Mais en tout cas, cela pourrait être une considération, car Trump a été beaucoup critiqué pour avoir prétendument trahi l'Ukraine. Maintenant, il peut se poser en défenseur de l'Ukraine. Il a rétabli le soutien en renseignement et les fournitures d'armes, soi-disant. Donc tout cela est tactique, je pense. Quelle est la stratégie? Personne ne peut vous le dire. Il n'y en a peut-être pas. Il n'y a peut-être pas de stratégie de fin de guerre. Il n'y en a certainement pas eu depuis 3 ans. Donc je pense que c'est vraiment un ensemble de jeux de stratégie par tous les acteurs. Je m'attends à ce que les Russes, lorsqu'ils viendront à une négociation, soient très durs, reflétant le grand levier qu'ils ont sur l'Ukraine et sur l'Occident. La question finale pour vous, vraiment, est de revenir à la masse tourbillonnante de dirigeants semi-conscients en Europe. Quelle est leur réaction à tout cela? Je pense que c'est la fin de la journée aujourd'hui, mercredi, en Norvège. Êtes-vous en Norvège? Oui, c'est exact. D'accord. Donc vous êtes en Norvège et il fait nuit noire dehors. Et vous avez eu l'occasion de savourer les réactions des sommités en Europe. Vous savez, von der Leyen et Macron, et je suppose plus Scholz, mais le futur chancelier. Et il y en a d'autres qui réagiraient aussi. Alors quelle est la réaction en Europe? Eh bien, je pense qu'ils réalisent que les États-Unis poussent pour un accord de cessez-le-feu, qu'ils savent que les Russes ne peuvent pas accepter. Donc, beaucoup d'entre eux semblent avoir imité le commentaire de Marco Rubio, car Marco Rubio a soutenu que maintenant, la balle est dans le camp de la Russie, suggérant que si quelque chose tourne mal maintenant, ce sera la faute de la Russie si elle rejette la paix. Mais encore une fois, du point de vue russe, ce n'est pas la paix, c'est un cessez-le-feu. Il n'y a même pas de règlement politique mentionné ici. Donc vous avez des personnes comme Kaja Kallas qui prennent également la parole sur Twitter, ce qui est apparemment notre moyen de communication maintenant, en disant que oui, la balle est dans le camp de la Russie. Vous avez Ursula von der Leyen qui utilise également la même expression, la balle est dans le camp de la Russie. Et bien sûr, Macron utilise aussi la même expression, la balle est dans le camp de la Russie. Donc je pense qu'ils savent que c'est un accord que la Russie ne peut vraiment pas accepter. Alors ils se sentent, je suppose, assez en sécurité pour sortir et maintenant prétendre qu'ils sont pour la paix en Ukraine plutôt que de la saboter. Mais ils pourraient aussi le voir comme un moyen, si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu, ce qu'ils savent qu'elle ne peut pas, de ramener les États-Unis dans le camp européen, dans le camp anti-russe, et ensuite simplement continuer la guerre et les sanctions et enliser les États-Unis de nouveau en Europe, d'où ils ne partiront pas. Et donc c'est une sorte de source de réconfort. Donc je ne suis pas sûr si, encore une fois, j'ai été un peu surpris par cette proposition de cessez-le-feu parce que ça n'a aucun sens, mais peut-être que vous avez raison. Peut-être que Trump joue un jeu. Je suis un peu perplexe, pour être honnête. Donc s'il y a un rapprochement entre l'Europe et les États-Unis,
et que les États-Unis reprochent à la Russie de ne pas accepter cette offre merveilleuse que Marco Rubio a conçue, cela pourrait rapprocher les Européens et les Américains pendant quelques jours. Mais je ne pense pas que M. Trump ait l'intention de jouer au jeu des reproches avec la Russie. Donc c'est politiquement utile, mais temporaire, je crois, au mieux. Je ne suis pas surpris par la réaction européenne, car tout au long, ils ont dit des choses comme « Vous savez, la guerre est meilleure que la paix », et d'autres déclarations orwelliennes ont été émises dans des endroits comme Varsovie et la France et par certains partis politiques en Allemagne. Donc ils n'ont pas changé de position, et c'est assez prévisible. Mais je suis content de vous avoir posé la question, car c'était une bonne description. Eh bien, je voulais aussi vous demander, comment percevez-vous la position européenne à ce sujet? Je suppose que je devrais le savoir, étant donné que je suis un Européen en Europe, mais je ne comprends pas la position européenne. Il semble n'y avoir aucune acceptation de quoi que ce soit qui mettrait fin à la guerre de manière réaliste. Et pourtant, il ne semble pas non plus y avoir d'acceptation du fait que l'alternative est de perdre la guerre. Donc, je ne comprends pas vraiment. Je pense qu'il y a un peu de panique là-bas. Ils ne voient pas de bonnes options pour le moment. En effet, de mon point de vue, je pense que la meilleure chose possible serait de reconnaître certaines des erreurs que nous avons commises. Donc, revenir sur cette position de confrontation contre la Russie. Chercher un règlement politique qui résoudrait de nombreux problèmes de l'Europe. Mais je ne comprends pas vraiment. Je veux dire, Macron a fait une proposition similaire. Était-ce après Paris quand il a suggéré « Oui, ayons un cessez-le-feu temporaire, mais seulement avec la défense aérienne. » Enfin, pas la défense aérienne, mais des missiles lancés depuis des navires, des attaques sur les infrastructures énergétiques, toutes les zones où la Russie domine. Donc, la Russie et l'Ukraine peuvent continuer à s'entretuer tant que la Russie n'utilise pas son armée de l'air pour une couverture aérienne. C'était un commentaire très étrange, et le but entier, encore une fois, était sans référence à un règlement politique par la suite. Beaucoup de gens s'en sont moqués, moi y compris. Mais maintenant, Marco Rubio propose une version légèrement meilleure de cette horrible proposition. Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs explications à ce que j'appellerais l'intoxication européenne avec la propagande. Ils ont inhalé leur propre propagande et ont intériorisé les illusions qu'ils proposaient. Alors, ils ne peuvent pas admettre que la guerre est perdue ou est en train d'être perdue, vous savez, parce qu'il est très important qu'elle soit gagnée. Je pense qu'Anna Applebaum, l'écrivaine et historienne américaine, mariée à M. Sikorski en Pologne, a dit très clairement que la victoire est préférable à la paix. Eh bien, vous savez, la victoire n'est pas possible. Mais l'admettre, c'est admettre que nous avons fait des erreurs. Et nous ne sommes pas très doués pour cela. Cela revient à admettre que nous ne sommes pas parfaits et que l'autre camp a un point de vue. Donc c'est la première chose. La deuxième chose est bien sûr un héritage de 80 ans de dépendance volontaire envers les États-Unis. Vous savez, l'Europe a eu la vie très facile. L'ordre en Europe, tant pendant la guerre froide qu'ensuite, a été essentiellement imposé par les États-Unis. Et cela a coûté très peu aux Européens. Les Européens doivent maintenant rattraper leur retard, envisager de construire une véritable capacité de défense européenne, ce qui prendrait des années, des décennies. Vous savez, je veux dire, quand j'étais secrétaire adjoint à la Défense, j'ai été choqué d'apprendre de mes collègues militaires qu'ils considèrent que former une division efficace dans une armée prend 20 ans, parce que tout repose sur la formation, le moral
l'esprit, l'équipement, la maîtrise de son utilisation, et ainsi de suite. Donc, je pense que les Européens sont, comme vous l'avez dit, paniqués parce qu'ils réalisent maintenant qu'ils sont comme l'enfant qui était gardé à la maison et qui doit soudainement sortir et trouver un emploi. Vous savez, c'est pas très facile. Donc, il y a beaucoup de cela. Mais il y a aussi beaucoup de réflexions très irréalistes qui ont émergé. Peut-être une gueule de bois. Pensez aux Britanniques. Vous savez, lorsque les États-Unis ont assumé la responsabilité de gérer l'Europe. À cette époque, la Grande-Bretagne était un grand empire, une grande puissance. Est-ce le cas maintenant après le Brexit? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Et nous savons que l'impulsion gaulliste que les Français expriment continuellement chaque fois qu'il y a un moment opportun plaide pour le leadership français de l'Europe. J'ai noté lors de la récente réunion à Paris pour discuter de ce qu'il faut faire à propos des États-Unis et de l'OTAN et de tout. M. Macron a plaidé pour une industrie de défense à l'échelle européenne et a ensuite essayé de vendre le Charles Leclerc à tout le monde. J'aurais été beaucoup plus impressionné s'il avait annoncé qu'il achetait des chars Léopard à l'Allemagne. Mais, vous savez, comme un gage de bonne foi. Donc il y a une énorme confusion. Et avec 27 pays, vous savez, généralement, il est déjà assez difficile de réunir 3 ou 4 personnes pour parvenir à un consensus. Nous avions 13 États séparés lors de notre indépendance, et ils ne pouvaient s'accorder sur rien, et nous avons finalement dû le remplacer par un nouvel ordre politique, la Constitution, que nous avons maintenant, à mon avis, pratiquement abandonnée. Je pense que les preuves du fascisme aux États-Unis sont de plus en plus fortes. Donc, de toute façon, l'Europe n'est même pas encore arrivée au stade des articles de la Confédération que nous avions jusqu'en 1787. Donc oui, beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements presque browniens, rien de délibéré, pas de consensus clair. Vous savez, M. Orban a son point de vue, M. Fico a son point de vue. M. Macron a son point de vue. Madame Meloni a le sien, vous savez, et ainsi de suite. Et Starmer a un autre point de vue. Et Frederiksen au Danemark a son propre point de vue. Donc il n'y a pas de voix unique. La question classique d'Henry Kissinger, si je veux consulter l'Europe, quel est le numéro de téléphone, est toujours valable. Il n'y en a pas. Et je pense que les Européens sont maintenant confrontés à un défi qu'ils n'ont pas connu depuis 80 ans. Non, je pense que je suis d'accord avec votre analogie. Les Européens sont devenus le fils de 40 ans qui vit encore dans votre sous-sol et qui est enfin un peu mis à la porte. Nous sommes l'oncle fou qui vit dans le grenier. J'aime cette extension de l'analogie. Mais oui, parce qu'il y a un manque d'imagination politique maintenant. Il semble que, encore une fois, le monde change avec de nouveaux centres de pouvoir. Et au lieu d'avoir une discussion très ouverte sur la façon dont nous pouvons au mieux nous réajuster à ce système, comme nous le voyons, la plupart du monde semble répondre à de nombreux centres de pouvoir en diversifiant leur connectivité économique. En Europe, nous semblons être le seul endroit au monde où nous faisons le contraire. Nous nous coupons de la Russie, de la Chine et d'autres. Et les politiciens parlent ouvertement de la façon dont nous devons prouver notre valeur aux Américains pour qu'ils ne partent pas. Mettons tous nos œufs dans le panier américain et subordonnons-nous encore plus à un moment où les États-Unis devront accepter qu'ils ont un pouvoir relatif réduit dans le monde dans lequel ils doivent établir des priorités. Et en Europe, nous ne sommes plus vraiment une grande priorité. Les États-Unis veulent se concentrer sur l'hémisphère occidental et l'Asie. La seule raison pour laquelle les États-Unis resteraient maintenant en Europe semble être la guerre en Ukraine.
ce qui serait une raison horrible de continuer cela. Mais vous avez mentionné que vous voyez émerger le visage d'un possible fascisme. À quoi faites-vous référence alors? Oh, un certain nombre de choses. Des décrets exécutifs qui interdisent à certains cabinets d'avocats l'accès aux bâtiments fédéraux ou aux contrats avec le gouvernement fédéral. L'arrestation de M. Khalil, le leader étudiant à Columbia, au motif qu'il était pro-Hamas. Et qu'est-il arrivé au premier amendement? Ce sont le genre de choses, vous savez, les raids du Doji, qui rappellent en fait plus la révolution culturelle en Chine que les chemises brunes fouillant les ministères à Berlin. Mais beaucoup de choses, essentiellement le mépris pour la Constitution, le mépris pour les tribunaux, le mépris pour l'état de droit, et le remplacement de cela par des mesures coercitives qui enrôlent les forces de l'ordre pour des causes très particulières et personnalistes. Donc, non, je pense que la tendance est assez claire. Et donc, je veux revenir à votre question initiale. L'un des problèmes que les Européens ont eu, et vous avez mis le doigt dessus, l'habitude d'agir pour s'attirer les bonnes grâces des États-Unis. Et cela se poursuit. Donc, l'instinct naturel est d'essayer de faire appel aux sentiments ou aux positions aux États-Unis. Et les Européens, malgré les discours fermes à la conférence de sécurité de Munich, n'ont pas encore pris conscience du fait que tous les merveilleux livrets d'opéra qu'ils ont maîtrisés pour l'administration Biden ne sont plus acceptés sur scène. Vous ne pouvez donc plus gagner des points avec les États-Unis en fulminant contre la Russie et en exagérant la menace russe comme vous pouviez le faire auparavant. C'est donc un point clé ici. Cependant, la chose finale est que ce n'est pas seulement l'Europe qui s'isole du monde. Les États-Unis font un très bon travail en la matière avec des politiques tarifaires erratiques et un harcèlement belliqueux de pratiquement tout le monde, y compris les Canadiens qui, la dernière fois que j'ai vérifié, étaient plutôt des gens sympathiques et ne causaient pas beaucoup de problèmes à qui que ce soit. Et les Mexicains, je suis allé à l'Université du Mexique en tant qu'étudiant de premier cycle pendant un certain temps, et je ne vois aucune menace de la part des Mexicains. Donc c'est quelque chose d'important, et je vais juste élargir un peu. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui s'isolent, se retirant dans une citadelle, si vous voulez, une forteresse. C'est tout le G7. Vous savez, le G7 ne dirige plus le monde. Et quand vous faites ce que Marco Rubio a fait, c'est-à-dire boycotter le G20 en Afrique du Sud, vous démontrez votre irrélevance. Vous ne causez de problème à personne d'autre. Vous vous causez des problèmes à vous-même. Parce que, comme vous le savez, le vieil aphorisme américain dit que si vous n'êtes pas à table, vous êtes au menu. Et nous sommes au menu partout maintenant. Et tout cela aurait dû être une leçon, je suppose, déjà apprise. Car en 2015, la Chine a lancé la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Les États-Unis sont allés voir toutes les grandes puissances, leurs principaux alliés, en avertissant tout le monde de ne pas y adhérer. Et finalement, tout le monde l'a fait, sauf le Japon et peut-être la Pologne, j'oublie. Non, je pense qu'ils y sont allés aussi. Quoi qu'il en soit, Madeleine Albright a fait un commentaire. Elle a dit que nous avons essayé d'isoler la Chine, mais que nous avons fini par nous isoler nous-mêmes. Et nous avons vu quelque chose de similaire avec l'initiative de la ceinture et de la route, avec l'équipe de Biden parcourant le monde, essayant de convaincre tout le monde de s'éloigner de ce projet. Un certain succès avec l'Italie, je suppose. Mais néanmoins, la majorité du monde a adopté cela. Donc, oui, cet ultimatum du nous ou eux, je pense que ça va plus fonctionner avec tous ces nouveaux centres de pouvoir. And the underlying assumptions are
Et les hypothèses sous-jacentes sont empreintes d'arrogance. Elles surestiment le pouvoir de l'Amérique par rapport aux autres à ce moment de l'histoire. Vous savez, la Chine est bien sûr le concurrent le plus réussi parce qu'elle semble être meilleure en capitalisme que nous. Eh bien non, je veux dire, quelqu'un a dit, vous savez, que les États-Unis devaient sauver le communisme en Chine de l'Union soviétique. La Chine devait sauver le capitalisme pour les Américains en le perfectionnant. Et vous savez, ici, nous avons affaire à un pays qui produit plus d'un tiers des fabricants mondiaux, ce qui est en termes de parité de pouvoir d'achat, un tiers plus grand que l'économie américaine. Vous savez, vous ne devriez pas mesurer ces choses en valeur nominale fluctuante de la monnaie, mais la mesure économétrique classique de la valeur de la monnaie et de l'inflation est la coupe de cheveux, car la coupe de cheveux a essentiellement pris 12 à 15 minutes de travail depuis l'époque de l'Empire romain ou de l'Empire Han en Chine. Donc, quel que soit le coût d'une coupe de cheveux, c'est une très bonne comparaison de la valeur relative de la monnaie. Et bien sûr, les économistes ont inventé l'indice McDonald's. Mais je pense que la coupe de cheveux est une meilleure mesure parce que certains pays ne mangent pas de bœuf. Quoi qu'il en soit, je pense que nous avons proclamé que nous sommes en compétition avec la Chine, ce qui signifie que nous sommes dans un antagonisme adversaire avec la Chine. Nous voulons gagner la compétition en la paralysant ou en la faisant trébucher, ou vous savez, en la contournant d'une manière ou d'une autre. Et ça ne fonctionne pas. Et ce genre d'approche à la concurrence, vous savez, c'est comme aller à une compétition d'athlétisme sans s'entraîner et s'attendre ensuite à pouvoir faire trébucher les autres sur la piste pour gagner. Vous pourriez vous en sortir une fois, mais ce n'est pas une stratégie réussie sur le long terme. Et c'est ce que nous faisons. Le résultat net de cela est que nous avons maintenant la mondialisation qui continue partout sauf dans le G7. Vous savez, nous avons abandonné la mondialisation. Le reste du monde ne l'a pas fait. Nous ne la dirigeons tout simplement pas. C'est un bon point à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi tout est encore mesuré en PIB. Cela semble déjà discrédité. En termes de parité de pouvoir d'achat ou de mesure de la coupe de cheveux, la Chine a dépassé les États-Unis en 2014. De plus, si vous empruntez de l'argent et importez des biens de consommation et que le PIB augmente, ce n'est pas nécessairement une bonne mesure de la production de richesse. En fait, si le taux d'intérêt de votre carte de crédit augmente, vous devez payer plus chaque mois. C'est une augmentation du PIB. Maintenant, dites-moi ce que cela signifie. Vous savez, c'était une mesure inventée dans les années 1930 lorsque les économies étaient très différentes. Et la comparaison aux États-Unis, je ne sais pas pour la Norvège, mais la comparaison aux États-Unis est la suivante. En 1900, 80% des Américains travaillaient à la ferme, 15% travaillaient dans l'industrie et 5% travaillaient dans les services. Nous avons maintenant une situation où 8% travaillent dans l'industrie, moins de 1% dans l'agriculture, et les 91% restants sont dans les soi-disant services. Eh bien, quand vous avez une catégorie qui englobe plus de 91% de quelque chose, quelle est sa valeur? C'est juste un fourre-tout. Cela dit, eh bien, ce n'est pas la production de produits agricoles ou industriels. C'est autre chose. Et bien sûr, nous avons développé aux États-Unis une économie de services qui est sans service. C'est-à-dire que vous ne pouvez obtenir aucun service à un tarif raisonnable. Vous ne pouvez pas faire réparer les choses. Il n'y a personne de service. Nous avons des robots inventés par un de mes cousins qui répondent au téléphone de manière très agaçante. Donc, nous sommes tous très frustrés, mais nous travaillons tous dans les services, quoi que cela signifie.
Je pense qu'un économiste brillant doit vraiment faire une autre taxonomie de l'activité économique. Parce que, encore une fois, en allant en Chine, si vous deviez comparer le nombre de comptables fiscaux, d'avocats, de courtiers en assurance, de vendeurs et de bureaucrates dans l'industrie de l'assurance santé aux États-Unis avec celui de la Chine, nous gagnerions de loin. Mais est-ce vraiment pertinent pour la plupart des éléments de la concurrence? Sommes-nous en compétition sur les bureaucraties d'assurance et leur taille? Je ne pense pas. Il y a des années, quand j'ai appris le thaï, j'ai demandé à mon professeur de thaï quelle était la différence entre les sino-thaïs, c'est-à-dire les thaïs d'origine chinoise, et les thaïs purs. Elle était pure thaï, et elle a réfléchi un instant et a dit, très simple, les thaïs aiment acheter des choses. Les Chinois aiment vendre des choses. Eh bien, les Américains aiment acheter des choses. Les Chinois aiment fabriquer des choses. Et donc c'est une compétition très étrange. Oui, je veux revenir sur le problème européen, parce que vous avez mentionné auparavant que nous semblons avoir inhalé notre propre propagande. En effet, je ne pense pas avoir jamais vu, du moins de mon vivant, quelque chose de semblable à cela au cours des 3 dernières années, et même avant. Mais comment voyez-vous la principale propagande? Quelle est la principale désinformation qui a vraiment modifié le récit, au point qu'il n'est même pas possible d'envisager ou d'approcher la paix? Ce qui nous a conduits sur ce chemin où nous ne voulons même pas nous asseoir et parler avec les Russes. La paix est inimaginable. Nous imaginons une sorte de rediffusion de la Seconde Guerre mondiale, semble-t-il. C'est très absurde. Les journaux, du moins de mon point de vue, sont tous complètement déconnectés de la réalité. Il n'y a plus rien de valeur là-dedans. Mais quels sont, selon vous, les principaux récits de propagande poussés dans cette guerre? Eh bien, je pense qu'il faut commencer par admettre que les journaux indépendants et la presse indépendante ont été remplacés par des oligopoles. Des propriétaires uniques ou des entreprises possèdent une grande partie de la presse. Deuxièmement, nous avons le phénomène du politiquement correct renforcé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, comme je pense vous l'avoir probablement déjà dit, si vous croyez qu'il y a des trolls sous les ponts d'Oslo et que vous exprimez cette opinion, Facebook trouvera rapidement d'autres personnes qui croient la même chose et vous mettra tous en contact, les uns avec les autres. Et puis vous discuterez tous des trolls sous les ponts, et d'autres peuvent ne pas croire qu'ils existent du tout. Mais s'ils expriment cette opinion, ils seront attaqués, alors ils ne disent rien. Nous avons eu une absence totale de débat. Les principaux thèmes ont impliqué beaucoup d'argent dépensé et beaucoup d'activités astucieuses par les agences de renseignement, ainsi que les agences d'assistance étrangères. Payant les journaux pour dire certaines choses et planter des histoires. Les thèmes de base ont été que les Russes sont mauvais, Poutine est un démon, les Russes essayent de recréer l'Empire russe ou l'Union soviétique, et ils ont l'intention de marcher sur Paris comme ils l'ont fait pendant les guerres napoléoniennes. Seuls les courageux Américains peuvent les arrêter. Et les Chinois aident les Russes, même si tous les drones ukrainiens sont fabriqués avec des pièces chinoises, mais personne ne le rapporte jamais. Et vous savez, je veux dire, c'est juste un flux extraordinairement déformé, intensif de désinformation et de mésinformation. Et nous avons vu dans les sociétés occidentales, en général, une absence presque totale de débat. Parce que contester le récit officiellement soutenu, c'est s'exposer finalement à ce qui vient d'arriver à M. Khalil à l'université de Columbia. Vous savez, une forme d'oppression. Cela est particulièrement intense sur les questions du Moyen-Orient, en raison du pouvoir du lobby israélien dans des pays clés, mais nous l'avons vu opérer en Ukraine. Les chiffres des victimes exagérés par l'Ukraine, les chiffres ukrainiens sur les pertes russes,
sont acceptés et répétés sans critique. Il n'y a pas de chiffres publiés sur les pertes ukrainiennes, ou pratiquement aucun. La même chose s'est produite, bien sûr, à Gaza, 48 000 Palestiniens morts. C'est absurde, c'est probablement environ un sixième ou moins du nombre réel de morts. Donc je suppose, vous savez, il y avait un célèbre diplomate ghanéen qui a dit que la technologie façonne la diplomatie. Il a dit, je pense, que la radio nous a permis d'entendre tout le mal, la télévision nous a permis de voir tout le mal, l'avion nous a permis d'aller faire tout le mal, et maintenant, les réseaux sociaux nous permettent de remplacer le bien par le mal dans l'esprit de tout le monde et de le laisser sans contestation. Donc vous savez, nous y voilà. Quiconque a ce setskemauer, je sais que vous avez expérimenté expégatif de slur, but vous menez thep to rower au que vous savez. Because you have not agreed with the official narrative. You're obviously there for Putin. Vous êtes évidemment, par conséquent, un apologiste de Poutine. Et cela signifie que vous êtes un diable subalterne. Vous n'êtes pas le diable lui-même, mais vous êtes un diable subordonné. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes un diable subordonné, je suis heureux de vous connaître. Even if you are a subordinate devil, I'm glad to know you. Thank you very much. Merci beaucoup. Mais il y a quelque chose d'étrange, et je suis toujours confronté au même problème, qui est, eh bien, peut-être que vous avez raison sur ceci ou cela, mais c'est quand même considéré comme controversé, parce que cela sort du consensus. Mais c'est ce consensus que je trouve si troublant, parce que nous avons tous ces journaux, toutes ces chaînes de télévision, mais elles disent toutes exactement la même chose. Et je ne comprends pas comment le consensus a pu être atteint pendant les années Russiagate, que Trump était un agent russe. Nous avons un consensus sur le fait que l'invasion était non provoquée. Nous avons un consensus sur le fait que nous ne mentionnons pas Minsk. Personne ne mentionne Istanbul. Nous avons un consensus sur le fait que la Russie est vraiment impérialiste. Elle veut reconstituer l'Union soviétique et elle veut envahir les pays baltes et la Pologne. Et oui, même Paris si l'occasion se présente. C'est juste que je ne comprends pas comment ce consensus peut même exister. Il ne repose sur rien et sur des choses très basiques. Vous avez mentionné les chiffres des pertes. Il y a aussi un large consensus sur le fait que les Russes perdent beaucoup plus d'hommes que les Ukrainiens. Et je trouve cela étrange, car si vous allez sur différents canaux Telegram ukrainiens, ils reconnaissent au moins que ce n'est pas le cas, mais les Européens ne le font pas. Et vous pouvez regarder les chiffres. Qui domine dans l'artillerie? Qui domine avec les drones, les missiles, l'armée de l'air? Tous les domaines où les principales pertes sont infligées. Et pourtant, on doit un peu détourner le regard, parce qu'un consensus a déjà été établi. Mais ce consensus n'est basé sur rien. C'est très étrange. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre façon de l'expliquer que par la propagande, cependant. Eh bien, une énorme somme d'argent est dépensée pour maintenir ce consensus contre les faits. Et bien sûr, on revient aux réseaux sociaux, pour citer Kellyanne Conway lors de la première administration Trump. Pour chaque fait, il y a un fait alternatif. Les faits sont apparemment des choses malléables. Je pensais autrement jusqu'à récemment, mais maintenant je suis convaincu que les factoides et les faits sont la même chose. Eh bien, je suppose que ma dernière question pour vous serait, puisque nous avons commencé sur le plan politique, enfin ce qu'on appelle la diplomatie ou les négociations, à quoi pensez-vous qu'un règlement politique devra ressembler? Et aussi, dans quelle mesure est-il probable que les Ukrainiens, peut-être pas Zelensky, mais un autre gouvernement ukrainien, seraient prêts à accepter cela? Quelle devrait être la base d'un... Y a-t-il un point de rencontre où les Russes, les Américains et possiblement les Ukrainiens pourraient s'entendre
peu probable pour les Européens. Mais y a-t-il un point de rencontre? Quel serait le cadre d'un accord de paix? But is there a meeting point? What would be the framework of a peace agreement? The Russians insisted in December of 2020. Les Russes ont insisté en décembre 2021 sur au moins 3 points. Le premier était que l'Ukraine devait être neutre, sans forces hostiles sur son territoire. Le deuxième était que la très grande minorité russophone d'environ 29% concentrée dans l'Est et le Sud de l'Ukraine devait bénéficier des protections que la CSCE exige d'autres pays, c'est-à-dire un droit à l'autonomie linguistique et culturelle. L'utilisation de leur propre langue dans la communication avec leur gouvernement local et dans l'éducation de leurs enfants. La troisième demande était une discussion sur une nouvelle architecture de sécurité européenne qui éliminerait la menace pour la Russie ainsi que la menace perçue de la Russie pour le reste de l'Europe. Ces exigences sont toujours maintenues par les Russes. Le seul changement est que les principales zones russophones sont maintenant sous contrôle russe plutôt que sous contrôle ukrainien. Si la guerre continue, les zones russophones restantes passeront probablement sous contrôle russe. Ce n'est donc plus la question active qu'elle était, sauf dans le sens où plusieurs intérêts sont en jeu. Les Bulgares, les Hongrois, les Roumains, d'autres, et la CSCE, on suppose, ont tous un intérêt à mettre en œuvre quelque chose comme les garanties du traité d'État autrichien pour les minorités linguistiques et culturelles dans un État ukrainien neutre. Cela devra donc être négocié. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit, c'est un processus extrêmement complexe. Nous sommes à la fin du début, qui consistait à amener les Ukrainiens à accepter de négocier ce qu'ils avaient refusé de faire et à convaincre les Russes qu'il pourrait y avoir une gamme plus large d'avantages pour eux si la guerre se terminait selon des conditions qui leur seraient acceptables. Donc, nous y sommes. Nous devons maintenant commencer une série de négociations sur ces différentes questions. Seules l'Ukraine et la Russie peuvent fixer les frontières entre l'Ukraine et la Russie. La Russie, très sagement, n'acceptera pas une zone démilitarisée, ce qui entraînerait, comme en Corée, des tensions permanentes et la division militaire permanente de la péninsule européenne par rapport à l'Eurasie. Ils préfèrent voir les questions de sécurité en termes eurasiens plutôt qu'en termes purement européens. Nous verrons comment cela se déroulera. Mais l'Ukraine et la Russie doivent parvenir à un accord sur cette question. Il doit y avoir un certain type de changement en Ukraine qui ne place pas Stepan Bandera et la haine ethnique qu'il représentait au centre de l'État ukrainien, le mythe de l'État ukrainien, le principe organisateur de l'État ukrainien. Cela va être très difficile pour les Ukrainiens, en particulier les Ukrainiens de l'Ouest, qui faisaient autrefois partie de l'Empire austro-hongrois ou de la Pologne, et non de l'Empire russe. Et puis il y a la question de la neutralité de l'Ukraine. Je pense que beaucoup de gens ont accepté le fait que cela devrait être une manière logique de positionner l'Ukraine comme un tampon, comme un pont entre la Russie et le reste de l'Europe. Cela doit donc être décidé initialement entre les États-Unis et la Russie. Ensuite, les membres européens de l'OTAN doivent adhérer à cette notion. Il doit y avoir quelque chose, peut-être dans le style du partenariat pour la paix, un système de sécurité coopératif d'une certaine sorte mis en place en Europe. Tout cela prend du temps. Je pense qu'il y a deux analogies très appropriées. L'une est l'approche de l'armistice coréen en 1954. Cela illustre qu'un cessez-le-feu n'est pas nécessaire pour parvenir à un règlement ou en poser les bases. Dans l'accord d'armistice, les parties ont convenu qu'elles continueraient à conclure un traité de paix et à créer la paix en Corée.
Ils ne l'ont pas fait. L'Europe doit en tirer des leçons, car il doit y avoir une discussion plus large. Mais une DMZ, une ligne de démarcation, une confrontation militaire, la division de l'Europe ne devrait être tolérable pour aucun Européen, qu'il soit russe, français, allemand ou autre. Et le deuxième point est que nous parlons probablement de quelque chose d'aussi compliqué que la paix de Westphalie, où de multiples forums de discussion ont eu lieu à différents endroits. Tout le processus a duré 4 ans. Ce n'était pas simple. Ce n'était pas la version de Monty Python que, si vous ne l'avez pas vue, je recommande. Vous savez, un groupe de personnes dans l'arrière-salle échangeant des territoires. C'était un processus beaucoup plus désordonné en quelque sorte, qui a produit un nouvel ordre européen. Et ce dont l'Europe a besoin, c'est d'un nouvel ordre. Et elle doit intégrer à cet ordre à la fois la Russie et les États-Unis. Et elle doit proposer des idées. Je veux dire, je pourrais proposer des idées, mais je suis assis à Exeter, New Hampshire, et totalement hors de propos à ce stade. Alors proposez des idées, Glenn. Et il y aura probablement au moins 3 ou 4 Américains qui vous soutiendront, dont je ferai partie. Mais fondamentalement, le gros du travail intellectuel doit être fait par les Européens. Et le point final ici est que les Européens doivent réaliser que ce qui est nécessaire n'est pas une solution militaire, car c'est impossible. Ce qui est nécessaire, c'est une solution politique. Les Européens doivent trouver une solution politique. La dernière fois que les Européens ont vraiment bien réussi, c'était au Congrès de Vienne, ce qui remonte à un certain temps. Quoi qu'il en soit, c'est mon avis. Oui. Eh bien, je suppose que la raison pour laquelle on ne devrait peut-être pas prendre cette proposition de cesser le feu au sérieux est simplement la question de savoir comment elle sera observée. Je ne suis pas sûr de comment, si cela a même été abordé, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Ce n'est pas un accord entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est même pas un accord entre l'OTAN et la Russie. C'est un accord entre Marco Rubio et Zelensky. Et vous savez, Marco Rubio a apparemment ses problèmes à la Maison-Blanche à ce stade. J'ajouterai que M. Whitcomb, l'envoyé personnel de M. Trump, qui s'apprête à repartir pour Moscou, a un problème de crédibilité illustré par son comportement dans l'accord de cessez-le-feu Israël-Hamas-Gaza, où il a proposé ou vendu une proposition en 3 phases, puis a soudainement décidé unilatéralement qu'il n'y aurait qu'une seule phase, favorisant Israël. Et bien sûr, le Hamas a rejeté cela. Et puis, dans le style habituel orwellien, la presse occidentale a blâmé le Hamas pour ne pas avoir respecté l'accord, alors qu'ils n'étaient pas ceux qui l'avaient violé. Ainsi, M. Whitcomb porte avec lui à Moscou cette réputation de comportement erratique et d'infidélité aux accords. Et la dernière fois que j'ai vérifié, les personnes avec qui il traitera, Lavrov, Ryabkov et d'autres, sont des personnes assez froides, réalistes, cyniques et assez endurcies. Je ne pense pas que le genre de tactique de gangster que M. Trump préfère, basé sur son expérience dans l'immobilier à New York, et dont M. Whitcomb est également informé, ait beaucoup de chances de contraindre les Russes à faire quelque chose qu'ils estiment ne pas être dans leur intérêt. Je pense qu'après s'être retiré du JCPOA avec les Iraniens, de l'accord avec le Hamas et de l'accord de Minsk, c'est un problème clé. Lorsque les accords ne sont pas respectés et qu'ils ne sont plus dignes de confiance, il est très difficile de conclure de nouveaux accords. Les gens en Occident se sont sentis libres d'ignorer non seulement les accords juridiquement contraignants, les traités et les accords écrits, mais aussi les accommodements politiques qui sont essentiels à la préservation de la tranquillité en Europe ou ailleurs.
And pacta sunt servanda is no longer. Et pacta sunt servanda n'existe plus. C'est aussi mort que le latin, vous savez. Et personne ne comprend que les accords doivent être respectés. Ce n'est apparemment plus un principe éthique. Donc, il est assez difficile d'imaginer comment un monde hobbésien où l'anarchie règne et où l'usage de la force ou de la coercition est le seul moyen d'accomplir quoi que ce soit, comment cela va servir nos intérêts à l'avenir. Donc, j'espère que nous allons tellement gâcher les choses que nous serons forcés de contempler nos propres comportements erronés. Malheureusement, cela pourrait être la meilleure chose à espérer. Quoi qu'il en soit, ambassadeur Freeman, merci beaucoup pour votre temps, mon ami. J'apprécie toujours vraiment de parler avec vous. Donc oui, merci encore d'être si généreux avec votre temps. Merci de faire ce que vous faites. Do.